En fait, ce que je vous propose, c'est un aperçu des premières réflexions qu'on peut observer, parce qu'il y a énormément d'articles qui sont déjà publiés, en fait, sur la crise sanitaire. Et donc, je suis allée voir dans la littérature anglophone, qui a l'avantage simplement de permettre à des chercheurs du monde entier d'échanger sur des sujets de recherche. Et donc l'idée, c'est de vous donner un petit aperçu des thématiques de recherche, de l'agenda de recherche qui peut être ouvert à partir de cette crise sanitaire. Alors c'est vraiment loin d'être exhaustif, hein. J'ai pris en compte 8 revues seulement, parce qu'en fait, il y a énormément de revues dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Donc j'ai concentré cette réflexion sur 8 revues. Alors ces revues, en fait, sont des revues qui sont bien répertoriées, tout simplement, hein, dans le secteur, ce qu'on appelle en recherche des revues à fort facteur d'impact, parce que quand on publie dans ces revues, eh bien, on est souvent cité et recité par d'autres chercheurs, et donc ça donne de la visibilité. Alors elles ne sont pas, il y en a une seule qui n'est pas en tourisme, c'est le Journal of Business Research, tout simplement parce qu'il y avait un article très intéressant sur une proposition d'agenda de recherche sur le tourisme. Donc c'est pour ça que je l'ai incorporé dans cette prise en compte. Et donc j'ai regardé les articles publiés en 2020 et 2021 pour essayer de voir ce qu'on pouvait en dégager. Alors, d'abord, il y a plusieurs auteurs, notamment les deux, Franz-Halter-Koch et puis Sigala, qui appellent en fait d'abord à plus de réflexion, plus de rigueur, hein, dans les travaux de recherche en tourisme, focalisés sur la crise sanitaire, parce que c'est vrai que ça a été une formidable opportunité, hein, avec même des appels à projets, recherche pour travailler sur cette crise sanitaire. Et donc parfois il y a des articles qui ont été produits peut-être un peu trop rapidement, et donc c'est vrai qu'on trouve un petit peu de tout. Donc aujourd'hui, enfin, ça a été publié en 2020, donc les chercheurs ont quand même été assez réactifs pour commencer à dire il faut quand même faire attention à ce qu'on publie et puis prendre un petit peu de hauteur. Et donc ces auteurs expliquent que évidemment la pandémie c'est un sujet important, c'est un sujet pertinent de recherche, et il y a des attentes aussi pour mieux comprendre ce qui se passe, les impacts en fait sur l'activité professionnelle, mais tout n'est pas nouveau et finalement tout ne justifie pas d'engager des recherches. Donc ça c'est une première remarque qu'on voit dans les articles qui commencent à prendre un peu de recul par rapport à la crise sanitaire. Et notamment, bien sûr, l'idée c'est de dire il y a des choses qui ont déjà été produites, déjà écrites, sur les crises, les catastrophes, et finalement on peut peut-être se servir de ces analyses-là, parce qu'il y a des modèles qui peuvent aussi fonctionner, il y a des théories dont nous disposons, et qui peuvent très bien expliquer certains phénomènes. Alors pour autant, la crise sanitaire est quand même particulière, et on le ressent bien évidemment aussi, encore une fois, au travers des témoignages que vous avez proposés. C'est une occasion pour nous, de chercheurs, de mener des recherches là où finalement on manque encore d'explications théoriques, hein, là où il y a, comme on dit en recherche, un gap à combler, ou là où il y a un changement parfois de paradigme nécessaire pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, si on regarde déjà ce dont on peut se servir, hein, qui a déjà été publié, bien évidemment, la Covid-19 présente un certain nombre de similarités. Donc il y a déjà des études antérieures, et ça c'est rappelé hein, dans les articles récents, le fait qu'il y a déjà des études antérieures qui ont été publiées sur d'autres types de crises. Donc c'est pour ça que c'était intéressant ce matin d'avoir un regard historique, et puis de voir qu'il y a eu aussi des études passées qui peuvent être intéressantes. Et donc il y a souvent ces exemples qui sont cités, comme bien sûr tout ce qui s'est passé en Chine en 2002-2003. Hein, donc il y a des travaux qui ont été publiés pour étudier l'impact d'une crise de court terme. Donc, pas dans une crise de court terme, on l'a compris, mais à l'époque c'était une crise de court terme. Donc là, les travaux c'était à partir de sources secondaires.
On va voir que les méthodologies aussi sont assez variées. Donc là, il s'agissait à partir de documents, de sources secondaires, d'étudier en fait l'impact de cette crise de court terme. Il y a eu aussi des travaux qui ont associé à la fois l'étude du SRAS, du terrorisme, de la grippe aviaire, mais sur un pays en fait particulier comme la Thaïlande, avec une évaluation des risques perçus liés au voyage, alors avec une méthodologie là, à la fois par exemple qualitative et quantitative. Donc là aussi des méthodologies assez variées. Bien sûr des travaux sur les crises économiques, il y a pas mal de travaux sur les crises économiques, là ce ne sont que quelques exemples, hein. Une étude d'impact des crises économiques mondiales, cet article de 2010 c'était sur la crise de 2008. Et puis aussi, bien sûr, les conflits politiques en relation avec l'image pays, en quoi les conflits politiques peuvent avoir une influence sur l'image d'un pays, d'une destination, avec ce travail-là, par exemple, publié en 2014, qui était une étude quantitative sur l'image d'Israël et l'intention de visite avant et après un conflit politique avec la Turquie. Et puis on trouve aussi des travaux, par exemple, sur Ebola en Gambie. Alors Gambie, un pays qui n'était pas touché par Ebola, mais en fait qui a eu un impact quand même en raison de la crise sanitaire dans les pays voisins. Donc l'article d'ailleurs s'appelle non touché par Ebola, mais encore condamné. Donc il y a des travaux qui sont intéressants à regarder quand on remonte un petit peu dans le temps. Donc les chercheurs en 2020 commencent à nous rappeler qu'il faudrait peut-être aller regarder quand même ce qui a déjà été publié sur les crises. Il y a une autre réflexion qui nous invite à faire la différence aussi entre crise, catastrophe. Et donc il y a des typologies qui ont été proposées, hein, notamment par les auteurs qui sont mentionnés ici. Typologie pour dire une crise, l'origine c'est plutôt lié à un manquement interne qui a empêché une organisation d'agir de façon appropriée, et on distingue ça d'une catastrophe où l'origine serait plus externe et sur laquelle l'organisation n'aurait pas vraiment de contrôle. Alors ceci dit, c'est plus complexe que ça. D'abord on distingue différents types de catastrophes, hein, en distinguant les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les épidémies, des catastrophes socio-politiques d'origine plutôt humaine, la guerre, attaques terroristes. Et en fait, cette distinction, elle fait l'objet de débats qui sont rappelés en 2020 justement à l'occasion des travaux sur la crise sanitaire en disant c'est pas si simple que ça, les frontières sont floues, il y a des interactions entre les catastrophes et les crises. Et en fait, la Covid-19, c'est un bon exemple justement de cette porosité des frontières entre catastrophe et crise. Bon, ça a été évoqué, hein, est-ce qu'on a bien géré, plus ou moins bien géré. Donc une catastrophe peut aussi créer un certain nombre de crises dans la façon dont on la gère, et on peut dire que la Covid-19, c'est à la fois une catastrophe naturelle, non naturelle, une crise socio-politique, une crise économique, une crise de la demande touristique, une crise de la mobilité. Donc les débats sont assez riches dans la littérature sur dire comment on peut caractériser en fait l'ampleur de cette crise. Donc ça c'est un petit préliminaire. Et donc à partir de tout ça, j'ai essayé de vous proposer 7 voies de recherche sur la crise sanitaire en regardant différents travaux, en particulier ceux qui sont cités ici, et essayer de voir quelles sont les perspectives en matière de recherche. Il y a une première voie qui suggère de s'intéresser justement aux catastrophes et crises et aux liens entre catastrophes et crises, avec un certain nombre de questions, puisque la Covid-19, par son ampleur, relève de plusieurs typologies. Donc l'idée dans la littérature anglo-saxonne, c'est de suggérer comme voie de recherche de s'intéresser aux interconnexions entre catastrophes et crises. Quelles sont ces interconnexions, comment ça fonctionne, et de proposer du coup, puisqu'on dispose déjà de typologies pour les crises, de typologies pour les catastrophes, d'essayer de proposer des typologies plus complexes pour analyser les particularités de cette crise sanitaire, dans un but bien sûr de mieux comprendre,
et de mieux anticiper les prochaines crises qui pourraient être comparables. Avec possibilité éventuelle de mobiliser des théories comme la théorie du chaos. Alors, il y a déjà des chercheurs qui ont, pour d'autres travaux, mobilisé en tourisme, puisque là, il n'y a vraiment que des travaux en tourisme, mobiliser la théorie du chaos ou l'approche systémique pour essayer de comprendre ces interactions. Autre questionnement, quel enseignement pour les stratégies de prévention? Évidemment, cette compréhension plus fine de ce qu'est une crise, une catastrophe et des interactions entre crise et catastrophe a pour objectif aussi de s'interroger sur les stratégies de prévention. Alors, après, donc je me suis intéressée à identifier ces 7 voies de recherche, et pour chacune des voies de recherche, je suis allée regarder en 2021 s'il n'y avait pas dans les revues, dans les 8 revues explorées, s'il n'y avait pas déjà des articles qui s'inscrivaient un peu dans ces voies de recherche. Et donc pour cette première voie, un exemple d'article publié en 2020, alors qui s'inscrit dans cette voie en disant il faut peut-être d'abord faire une synthèse de tout ce qui a été produit. Et donc là il y a un article qui propose sur toute la période 1985-2020 de faire vraiment le point sur le management de crise et proposer un agenda de recherche spécifique. Donc ça a été publié dans une revue qui s'appelle Tourism Management, qui est une très très bonne revue. Et c'est un article à paraître, mais qui est déjà disponible en ligne en août de cette année. Et vous le voyez dans les mots-clés, ce que j'ai mis en bleu à chaque fois, ce sont les mots-clés, où on va justement analyser dans cette revue de littérature à la fois le management de crise, mais aussi le management des catastrophes, mais aussi le management du risque, et donc justement pouvoir mieux cerner les frontières pour pouvoir ensuite s'intéresser donc à l'analyse des faits cumulatifs, des faits d'interaction entre crise et catastrophe. Ça, c'est une première voie de recherche qui est suggérée par les chercheurs dans la littérature anglo-saxonne. Deuxième voie de recherche qui est suggérée, s'intéresser aux paradoxes. Il y a, si on prend différents articles, plusieurs types de paradoxes qui sont évoqués. Premier paradoxe qu'on connaît bien dans la littérature en système d'information notamment, c'est le privacy paradoxe. Le fait de se dévoiler sur Internet par exemple, et en même temps d'avoir peur de l'utilisation de ses données personnelles. Donc ça c'est très connu dans la littérature en système d'information, donc c'est ce qu'on appelle le privacy paradoxe. Et donc dans les articles récents, il est suggéré d'essayer de travailler sur ce paradoxe pour par exemple mieux comprendre l'adoption des nouvelles technologies par les touristes. Autre type de paradoxe, coopération, compétition. Notamment pour le management des destinations. Donc ça c'est là aussi on a parlé de différentes multitudes d'acteurs, et donc c'est intéressant, c'est un paradoxe aussi qui peut être intéressant pour mieux comprendre les stratégies des acteurs par exemple. Stabilité, changement. Donc quels sont les facteurs inhibants et ou facilitant le changement pour les entreprises touristiques ou les destinations ou les touristes. Donc travailler sur à plusieurs reprises, on a dit, mais on va revenir au monde d'avant. Quelle stabilité, quel changement, et de travailler sur ce paradoxe, c'est aussi pouvoir identifier des voies intéressantes à creuser en recherche. Autre type de paradoxe qu'on retrouve également suggéré dans cette littérature anglo-saxonne, préservation de soi, réalisation de soi. On a parlé des salariés, ça c'est important aussi, donc l'implication des salariés, leur comportement vis-à-vis des touristes, des organisations, leurs liens au travail, leur perte parfois d'implication, le fait qu'ils changent de métier, qu'ils n'ont plus envie de revenir, etc. Donc là aussi on pourrait travailler à partir de ce paradoxe-là. Le paradoxe bien connu du high-tech, high-touch, pour tous les services et toutes les expériences touristiques aussi, est aussi cité récemment dans cette littérature anglo-saxonne. La prise de risque, la peur aussi, peut-être que
faut s'affranchir justement des cartes en rouge, en vert, dans toutes les couleurs, dans le comportement des touristes, hein, comment on perçoit la sécurité. Donc il y a déjà des travaux qui ont été menés hein, en 2000 sur ça, et donc ce qui est suggéré, c'est de s'intéresser à ce paradoxe, prise de risque, peur, pour mieux comprendre le comportement des touristes. Profit, finalité aussi, avec le problème de la responsabilité sociale. Donc c'est aussi un paradoxe hein, sur lequel on peut travailler pour mener des recherches qui apportent un peu de nouveauté. Global, local, bien sûr, pour les mobilités, ça c'est également important, hein, donc tourisme international versus tourisme domestique, etc. Mémoire oubli, et donc là aussi c'est cité hein, dans la littérature, et donc notamment il est suggéré que l'intérêt d'analyser les processus cognitifs et émotionnels via le concept d'oubli de la crise, donc en anglais c'est le crisis forgetfulness, pour comprendre des comportements post-crise des touristes. Et je trouvais intéressant, Johan, ce matin, l'idée des lieux de mémoire, est-ce qu'on les garde, et effectivement il y a tout un débat là-dessus, et sur l'idée que ça serait intéressant de travailler ce paradoxe-là. Donc ça c'est une deuxième grande voie de recherche, d'analyse des paradoxes. Et là aussi, je suis allée regarder après, en 2021, et finalement, j'ai trouvé quelques articles déjà publiés qui utilisent, qui empruntent cette voie de recherche. Hein. Donc là, un article dans le Journal of Travel Research sur le choix pour les voyageurs de choisir tel ou tel type de logement. Et donc vous avez là aussi les mots-clés, hein, là aussi on sent bien qu'il y a une compréhension à avoir sur les stratégies en fait, de déplacement et de choix d'hébergement. Et puis un article de 2020 dans Tourism Geographies sur justement qui utilise ce paradoxe high-tech pour comprendre l'adoption en fait de la robotique dans le cadre de la Covid-19. Donc ça c'est la deuxième voie de recherche. Troisième voie de recherche qui est suggérée dans la littérature anglo-saxonne est étudier les effets d'amélioration ou de détérioration d'image. Alors d'image de destination, mais aussi d'image de l'entreprise vue par son salarié. Là, un ensemble de questionnements. Comment la crise sanitaire a-t-elle affecté l'image de destinations qui ont été très impactées? Est-ce que l'image s'est détériorée en particulier auprès des touristes sensibles aux risques vulnérables, donc qui ont aussi peur, par exemple, hein, de voyager? Ou est-ce qu'au contraire, l'image s'est améliorée au point de vouloir choisir ces destinations pour apporter un soutien à la reprise économique en les choisissant dans une forme de solidarité? Là, bien, on est plutôt sur les destinations, mais c'est aussi, le mot de confiance arrive assez souvent. C'est comment construire ou reconstruire la confiance des touristes pour aller dans vers telle ou telle destination, mais confiance aussi des employés dans leur organisation, dont l'image a parfois été aussi détériorée par la crise en raison de prise de distance qui entraîne souvent une certaine réflexion. On commence à faire le point sur sa vie, à remettre en question un certain nombre de choses, et donc ça peut aussi entraîner un effet de détérioration d'image. Donc là aussi, il y a des travaux qui commencent à s'inscrire dans cette voie, hein, bon, bien sûr sur tout ce qui est lié au changement climatique, hein, donc on retrouve des articles qui portent sur cet aspect-là, ou sur les préférences en termes de destination des touristes. Donc là c'est un article à paraître en septembre, il est déjà en ligne, hein, et pour essayer de comprendre justement l'impact, hein, et donc là c'est une étude qui est focalisée sur la Chine.
Et bien sûr, là aussi, sur l'image de destination et les nouveaux comportements en termes de voyage. Et comme c'est une étude quantitative, hein, on étudie des effets dits modérateurs qui viennent modérer la relation entre deux variables. Et donc, notamment l'expérience passée qu'on a pu avoir, favorable par exemple vers cette destination auparavant, en quoi ça va avoir un impact sur l'envie de retourner ou non dans cette destination par rapport à la modification de cette image. Donc il y a déjà des travaux qui s'inscrivent dans cette voie-là. Ou encore sur la perception du travail, notamment des jeunes dans l'hôtellerie. Alors ce qui est intéressant là, ce sont les jeunes qui travaillent dans des hôtels qui ont été utilisés pour faire des quarantaines, qui ont été interviewés. En fait, c'est plutôt positif, parce que ça montre que le travail est devenu plus porteur de sens pour les salariés qui ont travaillé dans ces hôtels qui ont servi à isoler les personnes. Et donc finalement, là, il y a une perception du travail qui a permis de le revaloriser. En fait. Donc ça, c'est un article qui est assez intéressant de ce point de vue-là, en termes de changement d'image de son propre travail par rapport au contexte dans lequel on exerce son activité. Quatrième voie de recherche, décrypter les nouveaux comportements des touristes, bien évidemment. Est-ce qu'ils vont changer ou non? Voilà, stabilité, changement. Là aussi, on va relier ça avec les paradoxes aussi. Quel changement dans les attitudes, la prise de décision? Est-ce que nos modèles d'analyse du comportement de la décision fonctionnent toujours? Quel changement dans les comportements? Quelle façon de voyager? Vers quel lieu? Donc à nouveau, tourisme domestique versus international. Envie de lieux vierges peu fréquentés, on parlait de la Polynésie. C'est aussi effectivement intéressant à explorer. Quel comportement de protection aussi, évitement de la nourriture locale. Donc il y a des chercheurs qui citent aussi cette tendance-là, ou l'achat d'une assurance voyage. Est-ce qu'on achète plus d'assurance voyage? Quel changement de comportement des touristes? Quelles attentes aussi en termes de santé et de soins dans l'hôtellerie, de services qui touchent aux soins et à la santé, pour prendre soin de soi, si on reste plus longtemps dans l'hôtel justement, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de soins et de prise en charge de la santé, du bien-être. Quelle perception aussi de l'hygiène et de la propreté dans l'hôtellerie. Donc comment on perçoit l'hygiène et la propreté, c'est pas la même chose. Et puis quelle acceptation bien sûr et usage des technologies, intelligence artificielle, robotique, etc. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller, et est-ce qu'il faut s'arrêter aussi pour garder la high touch. Et là aussi il y a des articles en 2021 qui s'inscrivent déjà dans cette voie de recherche. Donc il y a déjà des chercheurs qui proposent une échelle de mesure pour mesurer la perception perçue de sécurité. Donc les échelles de mesure en général, ce sont des items, des phrases qu'on propose, ce sont souvent ce qu'on appelle des échelles de Likert, des phrases que l'on propose avec lesquelles on vous demande si vous êtes pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, on va faire mesurer une attitude. Et donc il y a déjà des chercheurs qui proposent, qui ont développé des nouvelles échelles pour mesurer la perception de sécurité. Donc là, ça vient de paraître, cet article-là. Et puis, qui s'interroge aussi, est-ce qu'il y a des comportements, est-ce que les touristes vont se comporter toujours de la même façon, ou est-ce qu'il peut y avoir l'émergence de comportements pro-environnementaux. Et donc, là, il y a une forme de paradoxe aussi qui est intéressante entre l'obligation morale et puis une forme de désengagement vis-à-vis de ces comportements pro-environnementaux. Autre exemple, la peur de voyager après Covid-19, protection de soi, adaptation, le coping, et puis la résilience aussi. La résilience revient beaucoup aussi dans les travaux. Donc le concept de résilience est aussi assez utile pour
pour contrebalancer la peur de voyager. Donc, les articles, vous voyez, qui ont été publiés entre avril 2021 et juillet. Un autre exemple, là aussi une autre échelle. Donc, ça c'est pour les chercheurs qui veulent après mener des études quantitatives. Hein. Développement donc d'une échelle qui permet de mesurer l'anxiété à voyager. Qui permet donc du coup après de relier à des profils particuliers pour mieux comprendre les clientèles par exemple, pour savoir quels sont les types de touristes qui ont plus d'anxiété à voyager que d'autres par exemple. Parce qu'évidemment si on veut faire des recherches, il faut qu'on ait des instruments de mesure. Donc ça veut dire développer des questionnaires et donc on voit bien déjà que ça commence à avancer de ce point de vue-là. Cinquième voie, s'intéresser aux attentes des populations locales. C'est intéressant parce que ça a été évoqué aussi. Hein. Effectivement, ça c'est une voie de recherche importante également. Quel impact sur l'accueil des touristes? Est-ce qu'on va les voir de la même façon, les recevoir aussi bien qu'avant ou aussi moins bien qu'avant parfois? Donc quel impact sur l'accueil des touristes? Quelle évolution de la perception aussi du développement touristique? Quelle prise en compte des besoins de la population locale, comment favoriser la résilience aussi des communautés en utilisant le tourisme comme outil. Il y a moins de travaux sur ça, mais c'est une voie de recherche. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a moins de travaux, c'est peut-être là où il faut aller aussi. Mais c'est une des voies de recherche qui est clairement identifiée dans la littérature récente anglo-saxonne. Alors j'ai quand même trouvé des articles en 2021 hein, qui s'inscrivent dans cette voie-là. Est-ce que c'est une question de sentiment, hein, donc les interactions entre le fait de se sentir bien d'un point de vue émotionnel et la solidarité, les attitudes des résidents vis-à-vis des touristes. L'impact en fait entre sa situation personnelle et finalement l'accueil que l'on peut réserver à des touristes. Ou encore l'idée de qualité de vie et de solidarité émotionnelle dans l'attitude des résidents hein, vis-à-vis des touristes. Et là, c'est le cas de Macao qui a été étudié. Donc il y a quelques travaux quand même, mais il n'y en a pas énormément pour le moment dans cette voie de recherche. Ou encore les travaux qui s'intéressent par exemple aux Maoris en Nouvelle-Zélande, hein, dans Tourism Geographies, pour essayer justement de mieux comprendre les interactions avec les touristes. Sixième voie, étudier les changements au niveau sectoriel, bien sûr, pour comprendre l'impact de cette crise. Quel rôle de l'innovation dans la capacité à sortir de la crise? Quelle stratégie de relance du marché? Donc, oui, il y a énormément de questions à traiter. Hein. Quel rôle des collaborations avec les systèmes de santé et d'urgence aussi? L'idée qu'il faut aussi peut-être collaborer avec les systèmes de santé et d'urgence, évoqués notamment pour l'hôtellerie, pour rassurer aussi les clients, pour faire en sorte finalement de répondre aussi à leurs attentes. Quelles opportunités de transformation liées aux nouveaux entrants dans le secteur aussi, puisque une crise comme celle-ci favorise aussi l'entrée de nouveaux acteurs sur le secteur qui se positionnent par exemple sur des nouvelles technologies, et donc ça peut aussi créer des opportunités de transformation pour les acteurs déjà présents sur le secteur. Quelle formation et quel développement des compétences des salariés du tourisme, hein. On a parlé de l'impact sur des métiers ce matin, le métier de guide de haute montagne, moniteur de ski, mais développement des compétences, l'importance qu'on peut attacher aux soft skills et qui seront d'autant plus importantes aussi après cette crise, et comment former les salariés justement pour construire ces nouvelles compétences. Et comment les technologies de réalité virtuelle peuvent-elles aider à former le personnel en front office qui doit faire face à des situations d'urgence, par exemple. Donc un ensemble de questions, c'est vraiment loin d'être exhaustif, d'abord parce que je n'ai pas regardé toutes les revues anglo-saxonnes, hein. Il faut savoir qu'il y en a une trentaine
qui sont considérés comme ayant un fort facteur d'impact, hein, donc une trentaine. Alors j'ai pris celle du haut du classement jusqu'au numéro 16. Je ne les ai pas toutes prises parce qu'on utilise plus ou moins certaines revues. Et puis il y a aussi l'accès aux revues. Autre type de question, quel type de révolution pour s'assurer que les salariés du tourisme ne soient pas aussi vulnérables aux crises, la question des inégalités aussi, en fonction des statuts notamment, qui est importante. Et là aussi, dans cette 6e voie, il y a des articles qui ont été publiés en 2021 qui s'inscrivent dans cette voie. Hein, sur les, alors, il y en a beaucoup qui s'inscrivent sur l'étude des changements au niveau sectoriel. C'est là où il y a le plus d'articles publiés récemment. Donc bien sûr les stratégies de reprise, notamment pour le secteur des croisières, ça c'est pour Véronique. Comment on survit à une pandémie, hein, et donc là aussi c'est vraiment une étude sectorielle, en utilisant notamment des données financières. Et là, il y a un article qui est intéressant également qui analyse les firmes qui sont socialement responsables aux États-Unis et voir si elles résistent mieux à la crise de la Covid-19 par rapport aux autres. Donc c'est à paraître en août 2021, et donc c'est basé sur l'analyse des performances financières. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse est oui. Donc ça c'est alors il y a tout c'est une étude qui est bien faite, hein, les données financières sont assez nombreuses et donc effectivement en tout cas dans cette étude ça fonctionne. Il y en a d'autres, alors c'est pour ça que j'ai mis 2 diapos sur le niveau sectoriel parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont intéressants. Alors il y a des chercheurs qui affirment qu'on ne peut pas retourner au monde d'avant. Pas forcément par rapport au climat, mais aussi pour des questions aussi d'équité. Donc ça, c'est un article, par exemple, dans Tourism Geographies. Après, cet article-là, sur The Good, The Bad and The Ugly, dans la reconstruction en fait, du tourisme, montre, alors analyse plusieurs... critique les modèles qui permettent de prédire quand est-ce que les touristes vont revenir, prédire les flux, etc. Et qui montrent la sensibilité des données, des paramètres des données qui font changer la conclusion de l'analyse de façon assez inquiétante parfois. Donc ça c'est intéressant parce que finalement ça permet de montrer aussi que les modèles qu'on utilise pour faire de la prédiction sont aussi un peu fragiles parfois. Et là, un autre article sur la question de la santé mentale et de ses effets sur la propension des employés notamment à être en retard, à s'absenter, en lien aussi avec la satisfaction dans la vie, et puis ça peut aussi entraîner de l'intention de départ, puis du départ, hein, du turnover effectif. Donc il y a déjà des choses publiées là-dessus. Et puis un autre exemple d'article sur le fait qu'il y a une forme d'injustice parce que finalement on est, tout à l'heure on disait on est heureux d'être en France, hein, il y a des pays qui sont plus affectés et notamment il y a une sensibilité par rapport au chômage, hein, notamment au Portugal. Qui est évoqué avec une plus grande vulnérabilité hein, par rapport à la Covid-19, qui est évoqué dans cet article-là. Donc il y a pas mal d'articles au niveau sectoriel. Et puis la dernière voie, et là il n'y a pas encore d'article, parce que cette dernière voie, il faudra un peu de recul pour l'explorer, c'est analyser les effets à long terme et les effets indirects. Et comme on est encore dans cette crise, il faudra plus de recul, donc ce sera peut-être l'œuvre des historiens. Et donc en fait, pourquoi c'est une voie intéressante? Parce que la plupart des recherches sur les crises se focalisent sur les effets immédiats. Et donc, il est intéressant de se poser la question des effets profonds à long terme, des effets indirects, par exemple, sur effectivement le tourisme durable. On ne peut pas répondre tout de suite. Est-ce qu'il y aura un impact ou non? Ou est-ce que effectivement ça n'aura pas d'impact sur les pratiques éco-responsables? Donc
là on est plutôt sur des effets à long terme. Ou quelle tension entre le retour à la normale, parfois espéré par les praticiens, et puis les préoccupations académiques de définition d'une nouvelle norme. Il y a des articles aussi qui, comme on l'a vu, disent on ne peut pas revenir à la normale. Donc, forme aussi, ça fait partie du débat, là aussi, entre les praticiens et parfois les chercheurs. Bon, là, ce sont les références. Alors, hors article cité en exemple, je n'ai pas mis tous les noms parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, des articles que j'ai utilisés par rapport à ça. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions. C'est vraiment pas exhaustif, mais je trouve qu'il y a des connexions avec ce qu'on a vu ce matin, avec les interventions des professionnels. Une remarque de Julie, sur les assurances, là, l'axe assurance, c'est très pertinent. Parce que les assurances ont évolué au fur et à mesure de la crise. Elles ont fait des clauses en fonction de si on attrape le Covid, si notre test PCR est positif, si on est cas contact, etc. Et en fait, elles ont fait des tarifs spécialement. Il y a un deuxième axe, c'est qu'il y a des pays qui ont imposé que les passagers aient une couverture spéciale pandémie. Parce que les frais d'hospitalisation supposés en réanimation sont beaucoup plus élevés que les frais d'hospitalisation classiques. Et si on n'avait pas cette clause dans le... On était refusé à la frontière. Les pays fragiles, je pense au Costa Rica par exemple, il imposait ça systématiquement à tous les passagers. Donc les assurances ont dû s'adapter et ça a été un marché. Oui, ça marche aussi. Merci Dominique. Merci Dominique donc, pour cette clôture. Justement, l'idée c'était de refaire le lien et de boucler la boucle entre les travaux de ce matin, vos interventions cet après-midi et puis la proposition de Dominique. C'est-à-dire que je vous rappelle que l'un des objectifs du GIS, c'est d'essayer de créer du lien entre les sociopros et les chercheurs, en disant vos préoccupations sont nos sujets de recherche. Et donc le GIS, c'est une plateforme de chercheurs qui souhaitent être en lien avec le sociopro pour réfléchir à des problématiques. Voilà, parce que souvent dans la gestion du quotidien et des stratégies, il y a l'actualité, et nous on est sur un autre temps. Et c'est là où on peut avoir des interactions, c'est-à-dire que vos urgences ne sont pas tout à fait les nôtres, parce que nous, notre urgence c'est de publier, d'avoir des travaux, mais on peut les inscrire dans le temps. Donc c'était aussi l'occasion de vous inviter en disant, voilà, si vous pensez à des collaborations, des projets en commun, etc., voilà, revenez vers le GIS où en effet on est actuellement, alors vous n'étiez pas là ce matin, on accueille de nouvelles universités, donc on va être bientôt 180 chercheurs adhérents du GIS, on va s'ouvrir aux universités d'outre-mer et puis on va s'ouvrir progressivement aux universités francophones, donc ça va devenir un réseau assez conséquent. Donc voilà, c'était ça un peu ça le lien. Et donc vous remerciez tous intervenants et participants à cette journée, puisqu'on était une soixantaine donc entre le présentiel et le distanciel pour ces deuxièmes assises. Et donc on se retrouve en juillet 2022 et je pense qu'on insérera dans les journées peut-être un an après. Voilà. Et l'idée de s'enregistrer, c'était pas, quand j'ai dit à Marc Cochet, essayer de piéger les gens, qui que ce soit qui a pris la parole, c'était juste avoir la mémoire de ce qu'on a dit à ce moment-là, de ce qu'on a exprimé comme analyse. Et après avoir un retour aussi sur nos analyses, parce qu'on dit « Ah ben je l'avais dit, j'avais bien raison », et on se retrouve, on dit « Ah oui, on l'avait bien dit », et ça va nous aider nous aussi à construire un témoignage et de voir comment on peut construire, tu disais le temps long, et bien là on a le T0, il est là, et on peut le construire pendant plusieurs années. Donc merci à vous tous pour cette journée, et donc à très bientôt. Merci aux distants, que je ne vois pas, mais qui sont là. Merci de votre présence. Voilà. Vous êtes encore là? C'est bien. Vous êtes là. Salut Hélène. Au revoir Marie-Noël. À bientôt. Portez-vous bien. On reste